Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h. Greenwich Mean Time, le 22 décembre 2020, vont commencer à se mettre en place les exécutifs régionaux, soit une quinzaine de jours après l'élection des conseillers régionaux. Au cours de la première session du conseil régional, il sera procédé à l'élection du président, assisté d'un bureau composé d'un premier vice-président, d'un vice-président, deux questeurs et deux secrétaires. Le président du conseil régional, personnalité autochtone de la région, et les autres membres du bureau sont élus pour une durée de 5 ans. Mais comme toutes les autres consultations électorales, l'élection des conseillers régionaux n'a pas dérogé à la règle, à savoir le contentieux électoral. Des électeurs lésés dans leurs droits ont saisi les juridictions administratives compétentes afin de demander des annulations totales ou partielles des opérations électorales. Mais comme le prévoit la loi, les conseillers régionaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Mise en place des exécutifs régionaux malgré le contentieux. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir René Stéphane Ngouy. Bonsoir René. Bonsoir Serge, bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent ce soir, et donc j'espère que nous pouvons apporter un petit éclairage par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Surtout on veut savoir ce qui s'est passé dans l'Union Ékelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'espoir en l'UPC. Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union Ékelé, René Stéphane Ngouy? Une victoire de l'UPC, parce qu'une victoire électorale n'est pas seulement gagner l'élection, parce que les élections, c'est aussi une sorte de prise de parole, comme je vous ai dit la dernière fois. Il y a belle lurette que tous les acteurs politiques veulent que l'UPC disparaisse de la scène politique. Nous résistons, nous marquons des points, et à chaque occasion, nous montrons que notre résilience est plus forte que l'adversité qu'on nous présente. Okay. Merci. Camille Nalé, bonsoir. Serge Laoutou, bonsoir. Bonsoir les compagnonnistes, bonsoir téléspectateurs de la télévision, mais un bonsoir spécial à vous, Serge Laoutou qui revenait de Centrafrique. Vous nous avez manqué et j'espère que vous avez eu l'occasion de voir ce que c'est qu'un vrai pays en crise, avec des bandes armées qui sont là depuis plus d'une dizaine d'années, avec des tenues de dialogue qui sont multipliées, surtout avec les forces de l'ONU qui sont sur place, qui ne font rien, la MINUSCA qui ne font rien. Il y a des gens qui tirent sur d'autres personnes, les forces de la MINUSCA sont là, elles n'auraient plus pas dit que leur mission, ce n'est pas de rétorquer, mais c'est de protéger leurs installations. Alors vous voyez, il y a des gens qui disent que c'est la communauté internationale qui est là, mais qui ne fait rien, et qui, en réalité, profite de son assise pour exploiter les richesses du pays. Mais pendant ce temps, les gens continuent à mourir, la crise continue à perdurer, les bandes armées continuent à faire des massacres. Donc, j'espère que vous avez bien vu et que vous comprendrez que par rapport à ce qui se passe au Cameroun, malgré toutes les objurgations que nous entendons parfois sur les plateaux de télévision, la réalité est complètement elle est dramatique, et que ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on pourra résoudre la crise du Nozo. Okay. Bonsoir, il est marqué à Zipan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision. Voilà, il est marqué. Je commence par vous. Élection le 6 et le 22. Élection de plein droit. Le président. Élection de plein droit. Alors que il y a des dossiers, il y a des contentions. Oui, c'est le paradoxe de notre code électoral. Il va sans dire que ce code a besoin d'être amélioré, d'être toiletté. Je pense que nous qui avons un peu d'expérience, qui gérons des formations politiques qui avons de l'expérience, nous avons aujourd'hui maintenant des éléments qui nous permettent de demander le toilettage. Vous êtes sans ignorer qu'on a convoqué le corps électoral pour cette élection pendant que le contentieux se tenait encore au niveau de la chambre administrative. Ça veut dire qu'il y avait une partie qui se préparait pour les élections
Et dans le même temps, certains qui étaient dans l'incertitude, s'ils savaient que le dossier aurait été... Vous savez de quoi vous parlez, vous ce qui se passe à Douala premier. Naturellement, c'est pour ça que je voudrais donc, à partir de là, donner aujourd'hui les éléments qui nous permettent de dire que ce code a besoin d'un toilettage. Et je prends le cas de Douala premier pour que tous les spectateurs comprennent plus que jamais que ce code a besoin. Allez-y. Le code électoral camerounais est tout à fait clair dans la manière où elle répartit le coefficient qui permet de déterminer le nombre de conseillers municipaux. À Douala, 5e, le coefficient s'est déterminé avec tous les partis ayant participé à l'élection. Je dis bien ayant participé à l'élection. Le PADEC était donc dans le bénéfice de la détermination de ce coefficient. Mais au moment de répartir le siège, c'est ça la loi, ceux qui ont moins de 5% ne participent pas à la répartition du siège. Mais à la détermination du coefficient, même ceux qui ont moins de 5% participent donc à cette détermination. À Douala premier, où j'ai été au contentieux, on a éliminé d'avance les partis n'ayant pas eu moins de 5% pour la détermination du coefficient. À Douala 5e, on fait participer les partis ayant moins de 5%. Pourquoi? Parce que la détermination en associant les partis ayant moins de 5% à Douala premier ne donne pas 32 conseillers municipaux au RDPC. Et donc ne fait pas rentrer M. Didiol et ne fait pas rentrer M. Hilaire Zipan. Vous voyez que cette loi, dans la même circonscription... M. Didiol du SDF... Naturellement. Hilaire Zipan du MP. Bien entendu. Parce que c'est des éléments qui devaient troubler. Vous comprenez bien que ce combat aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. La modification du code électoral. Et tous les républicains doivent participer à cette répartition-là. Sinon, à ce combat-là, sinon, la mer des batailles qui va s'ouvrir dès l'année 2021, à savoir l'élection présidentielle, aura beaucoup de difficultés. Pour la présidentielle, pour vous, c'est à partir de 2021. 2021, pour un candidat sérieux, crédible. 4 ans avant. Au moins 3 ans. Parce que parcourir le Cameroun, c'est 475 000 km². Être connu dans les plus bas fonds du Cameroun, à Kousseri, qui se trouve à 1800 km, ce n'est pas partie de Yaoundé, ce n'est pas partie de Douala. Il faudra y aller, installer les comités, déterminer. Ce n'est pas collecter 25 000 procès-verbaux qu'on va claquer à la main. Donc pour tous ceux qui sont des candidats sérieux, ils ont intérêt à ménager rapidement leur monture en choisissant l'appareil qu'il faut. Et je pense que le mouvement progressiste a un appareil et il aura certainement un candidat. Bien entendu, coordonné à l'heure actuelle par M. Hilaire Zipan. René Stéphane Goué, justement, 2025, comme dit Hilaire Zipan, se prépare à partir de l'année prochaine. L'UPC, on espère, enfin, que l'UPC sera de la danse. Et il parle aussi du toilettage du code électoral. Vous savez... Est-ce qu'il est satisfaisant pour vous, ce code électoral? Mais moi, je parle de l'UPC. Le code électoral est un élément. Oui. Ce n'est pas un tout. Vous savez, dans une république comme la nôtre, c'est toujours difficile d'avoir raison avant tout le monde. Nous avons dit aux Camerounais, et nous le répétons tout le temps, qu'il faut revoir le Cameroun en profondeur. On parle de code électoral. Que ferions-nous de la Constitution? Je pense que même le président de la République actuelle a dit qu'il n'y a pas de Camerounais à part et des Camerounais à part entière. Mais de par les dernières assises du dialogue national, j'ai appris qu'il y aurait désormais des Camerounais à part et ceux qui ne seront que dans une organisation qu'on appelle un statut spécial. Je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, pour nous, à l'UPC, nous ne cessons de le dire, il est important que tous les Camerounais se retrouvent, qu'ils décident de comment ce pays va être gouverné et géré. Et ça commence par une remise en cause de la Constitution. Et on aboutira certainement après cette remise en cause de la Constitution. Mais il faut entrer à l'Assemblée nationale. Et pour entrer à l'Assemblée nationale, beaucoup pensent qu'il faut retoucher, revoir le code électoral. Mais non! On commence par là. Mais non! Quand on a besoin de dialoguer, on trouve des moyens de dialoguer. Aujourd'hui, le Cameroun doit avoir des organes de transition. Et je pense qu'on n'y échappera pas. On a essayé de jouer en 1961. On a vu ce que ça produit jusqu'à aujourd'hui. Avec
les luttes sociales de 90, on a dit allons à la conférence nationale souveraine, on nous a servi une tripartite, on a vu ce que ça a donné, on vient encore de faire payer aux contribuables des milliards de francs pour dire qu'on fait un grand dialogue, et on voit où sont les résultats du grand dialogue. Donc, qu'on prenne l'analyse sociale par n'importe quel prisme, on sera obligé de revenir au point de départ. Le point de départ, c'est lequel? C'est de nous rencontrer, de nous parler, de prononcer une amnistie, c'est-à-dire de nous pardonner et de dire, ok, à partir de cet instant, nous allons ensemble vers une nouvelle république. Et c'est à ça que l'UPC appelle tous les acteurs politiques aujourd'hui. Parce qu'on a trop de vocables qui ne servent à rien, opposition. Qu'est-ce qu'on met dans le contenu opposition? On ne sait pas. On a des vocables qui changent tous les jours, statut spécial, tripartite, grand dialogue national. Finalement, on se retrouve toujours en train de recommencer. Donc pourquoi ne recommence plus? Et moi, je compte sur la sagesse de ceux qui nous dirigent en ce moment, pour qu'on se retrouve et qu'on fasse une sorte de plateforme de transition, mais cela ne peut être possible que par des luttes sociales. On peut ne pas être à l'Assemblée et influencer l'Assemblée. Si les partis de l'opposition se regroupent et forment une puissance, le pouvoir serait en même. Quand on a revendiqué la conférence nationale et que malgré tout on a retenu la tripartite, on n'était pas à l'Assemblée. Quand on a revendiqué l'indépendance et qu'on a plus ou moins obtenu une indépendance bâclée, on n'était pas à l'Assemblée. Donc ce n'est pas à l'Assemblée qu'on réfléchit pour son pays. C'est la volonté des acteurs, c'est la force de la pensée, c'est la somme des intelligences des gens qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent « Ok, on a trop joué, il est temps qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise il n'y a pas de Camerounais à part, de Camerounais à part entière. » Mais est-ce que c'est ça qui manque lorsque vous regardez l'attitude du parti au pouvoir? Les Camerounais demandent ça depuis, mais rien ne bouge, véritablement. Mais rien ne bouge parce que, en réalité, on a beaucoup de confusion sur la scène politique. Oui. Je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de miracle. Dans toutes les sociétés, il y a deux camps. Le problème au Cameroun, c'est qu'on ne regarde pas à quel camp appartient un individu qui parle. On dit toujours opposition, opposition. C'est-à-dire que M. Biya fait un remaniement ministériel aujourd'hui, il enlève, je ne sais pas qui, Madeleine Tuentué, et que demain Madeleine Tuentué fasse son parti parce qu'elle est fâchée d'être sortie du gouvernement, on va l'appeler opposante. Elle est dans l'opposition. Non, c'est pour ça que la bataille idéologique, la forme dans laquelle nous devons construire notre pays est importante. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a deux blocs. Il y a le bloc républicain que dirige le RDPC avec tous ses partis satellites. Il y a le bloc nationaliste que l'UPC incarne. Mais malheureusement, ce bloc a été disloqué et aujourd'hui, même ceux qui disent marcher sur le plan de base de l'UPC veulent absolument la disparition de l'UPC. Et c'est à ça que vous me posez la question, comment ça s'est passé dans l'Union équilinatale, et je vous ai répondu, pour nous c'est une victoire. Parce que le simple fait que ce soir, un nationaliste révolutionnaire de gauche soit assis sur votre table pour dire aux Camerounais que ce n'est pas seulement le code électoral qui est mauvais, mais c'est l'ensemble des lois et règlements de la République qui sont à l'antipode de ce que devait être le Cameroun d'aujourd'hui. Et nous ne cessons de lancer l'appel au président de la République. Même la crise au Nozo, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, nous avons dit au président de la République, en 3 mois, l'UPC résout le problème du Nozo. En 3 mois. En 3 mois. En 3 mois. Parce que la crise du Nozo, monsieur a fait une description tout à l'heure, Camille, l'autre... Oui, il a fait une description tout à l'heure de la situation en Centrafrique. C'est exactement ce qui se passe dans le Nozo. Si on vous demande aujourd'hui, si M. Biya dit aujourd'hui, je démissionne et je donne ma place à un représentant du Nozo, je ne suis pas sûr qu'on le trouvera. Je ne suis pas sûr qu'on le trouvera. Parce qu'il y a des batailles sous-jacentes, le pétrole sous fond, et il y a constitué des bandes qui essayent plus ou moins d'exploiter notre sol et notre sous-sol. Donc il n'y a pas de manière fondamentale une crise entre le Cameroun, entre eux. Moi j'ai de la famille de ce côté-là, et je peux vous dire qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Et s'il y a un référendum aujourd'hui dans cette partie du pays libre et que les gens se sentent en sécurité, on demande aux riverains de cette population, qu'est-ce que vous voulez devenir? Ils vont vous dire, nous sommes Camerounais. Mais ils sont entre le marteau et l'enclume.
Donc, moi, je continue de penser que ceux qui aiment ce pays peuvent donner une chance à leurs enfants pour que demain soit meilleur. Ok. Voilà, Camille Lélé, comme on l'a dit, le 22 décembre, les présidents seront connus. On précise une personnalité autochtone. Oui. Pas encore. Oui, autochtone. De la région. Oui, la région, puisque on a tenu compte aussi, bien évidemment, de la représentation sociologique, mais la disposition de cette régionalisation met en première place comme président de la région un autochtone. C'est-à-dire que, par exemple, pour la région du littoral, autochtone, ce n'est pas forcément un natif de Vouri. Parce que là, il y a aussi un natif de la Sénégal-Maritime, un natif du Nkam, un natif du Mungo. Donc, quand on dit autochtone, ce n'est pas forcément le Vouri. On dit bien de la région. De la région. Donc, c'est pour cela que, malgré les grandes opérations de promotion d'image que nous voyons dans les journaux, parce qu'il y en a même qui se présentent déjà, dont on voit déjà les bustes à la une des journaux en les présentant comme les présidents de régions les plus attendus, tout cela, et c'est pas ce qui va se passer, puisque de toutes les manières... Ah, c'est pas ce qui va se passer? Oui, c'est pas c'est pas ce qui va se passer, pour une raison bien simple. Vous savez, 9 dixièmes des régions ont été gagnés par le RDPC. 9 dixièmes. Bon, il y a 2 ou 3 régions, on peut retrouver des délégués de quelques partis, mais dans les 9 dixièmes, c'est le RDPC, et forcément, il y aura un problème d'investissement. La dixième, c'est l'Adamawa ou l'UNDP. L'Adamawa, c'est l'UNDP, où l'UNDP a raflé la majorité des sièges. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, on pourra dire qu'il y aura une élection, et l'UNDP aussi pourra procéder à sa propre investiture. Mais ce qui est certain, c'est que dans les autres 9 régions, ça va se passer comme ça s'est passé pendant les mairies de ville. Voilà, justement, j'allais vous poser cette question. Parce que est-ce qu'on ne s'achemine pas vers ce scénario-là? On va s'acheminer. On a assisté pour le maire de la ville de Douala. Il est plus que probable. C'est-à-dire qu'il y aura des investitures. Et on vous a expliqué que dans tous les partis du Cameroun, c'est l'investiture. Parce que ces personnes même qui ont participé à ces élections ont été investies par le RDPC. Donc on va se retrouver dans une situation où il y aura des investitures et une investiture du RDPC. Bon, là maintenant, on a eu le temps de peaufiner la stratégie parce que la dernière fois, il y a eu des couacs. Mais on sent qu'ils vont recentrer la technique et cette fois-ci, ça devrait faire moins de fois possible. Mais moi, par contre, ce qui m'intrigue un peu, c'est certains aléas que le code électoral n'a pas prévu. Oui. Et l'un de ces aléas, c'est justement le cas du décès d'un délégué élu. On se retrouve par exemple avec le cas du chef d'île qui a voté, qui a été élu, qui a été élu et qui est mort. Or, la loi électorale est muette sur un cas comme celui-là. Il n'a pas de suppléant. On ne peut pas dire qu'on peut le remplacer par un suppléant. Donc, il y aura une véritable cogitation pour trouver une solution. Et s'il n'y a pas de solution, le conseil régional du littoral part avec un conseil de moins. Et moi, je pense qu'il faut que déjà maintenant, on pense à créer toutes les conditions susceptibles de faire face à ce genre d'aléas dans une élection régionale. Parce que cette élection qui vient de se passer, c'est la première. C'est un coup d'essai et on a bien le temps de voir ce qui peut être perfectible, ce qui peut être corrigé, mais ce n'est que la première, la prochaine c'est dans 5 ans. Donc je pense qu'on attend certainement la constitution des conseils régionaux, l'élection des présidents, mais on sait un peu comment ça va se passer. Ok, il pense sur cet aspect, le code électoral est muet là. Oui, mais il n'y a pas que Comment remplacer King Dika? Oui, à l'évidence, je pense que Camille l'a dit, il n'y a pas de disposition qui permette que l'on puisse le remplacer. Mais il est évident que nous rappelons ici assez brièvement que ce code, à mon sens, est allé un peu trop vite. On n'a pas mûri dans certaines dispositions d'aspect. Je prends par exemple une disposition qui me tient pratiquement à cœur. Comment va-t-on faire cohabiter les conseillers élus avec les chefs? Il va y avoir un problème particulier. Je prends par exemple le cas du Vouri où la plupart des 5 chefs, du moins qui étaient en liste, c'est les chefs de premier degré qui sont les chefs de canton. Oui. À l'exception de Sa Majesté Madiba Songé qui est à l'Assemblée. Exact. Qui est au Sénat. Exact. Dans la section non, mais lui n'était pas sur la liste. Non, il a dit 5. Je dis que les autres sont entrés à la section de plein droit. Parce que oui. je sais que les chefs ont un rituel pour faire le protocole dans leur sortie.
comment ça va se passer quand ils vont se mettre à la section de plein droit? Vont-ils avoir pratiquement un siège à part? Vont-ils se mélanger? Je pense que là, il y a eu un peu une précipitation. À mon sens... Contrairement à ce qui est prévu dans la zone anglophone, il y a la voilà, half of TIF. la half of TIF. Donc je pense qu'à mon sens, on aurait dû compléter cela avec, certainement, en prenant ces zones-là. On n'a pas de honte à copier. On aurait dû prendre ça pour que les chefs puissent s'exprimer assez librement et suffisamment consultés. Parce que dans la partie anglophone, les chefs ont leur chambre et ensuite ils sont consultés et leur président, du moins leur chef, est d'office vice-président. Vice-président. Ce qui n'est pas le cas. Or, dans les dispositions de l'article 354 du Code, il dit que le Conseil doit refléter autant que possible la configuration du Conseil. Ça veut dire qu'on remet aux partis politiques la capacité donc de faire cette configuration-là. Et là donc, rapidement, je parlerai pour la chapelle de l'opposition, c'est que vous aurez complètement à l'ouest, il y aura 17 conseillers venant de l'UDC. Je rappelle d'abord en suffisance que sur les 198 conseillers de l'UDC dans le Noun, 197 ont voté pour leur liste. Et donc, le RDPC. Donc, là-bas, c'est vraiment pour dire que c'est des tranchées. Il y aura 17 donc conseillers qui viendront de l'UDC. Si on prend donc la configuration et le pourcentage, ça veut dire que sur les 7 membres à élire, certainement le 22, l'UDC doit avoir au moins une vice-présidence et au moins une présidente de commission. Pour ne dire que cela, pour ne pas dire la représentativité. Il va de même que la répartition va être faite certainement dans la Damawa. Là, l'UNDP a 56, donc est à la majorité absolue. Si l'on considère qu'il doit refléter autant que possible la configuration, le RDPC doit avoir quand même un poste d'adjoint parmi les vice-présidents et certainement des postes soit parmi les questeurs. Il n'en demeure pas moins que l'UNDP aussi a eu des poches au nord, 13 sud, 70, et à l'extrême nord, 14 70. Sans oublier le FSNC. Dans le maillot Louti et le maillot Tchanaga. Exact. Donc cela va dire que la configuration va certainement, on doit lire la configuration le 22. Et c'est certainement après ça qu'on va décider de voir si la région est lancée dans de bonnes dispositions. Nous restons là complètement dans le cadre complètement de la loi. Et là, vous verrez que dans la zone anglophone, ça va se passer par là, le président de la chambre des chefs est d'office de vice-président. Et donc, à partir de ce moment-là, la répartition des postes se passe à l'intérieur de ceux qui sont élus et non avec les chefs. Vous voyez que là, la configuration semble tout à fait bien élaborée et elle se projette suffisamment meilleure que pratiquement à la zone du côté parti francophone. Et je pense que Stéphane Gouel a soulevé le problème, peut-être en le glissant. Je pense que le problème du Cameroun, il faut le dire, il est un peu historique en ce sens. Et notre rôle, qui avons pris un peu de notre temps pour lire ou d'apprendre auprès des aînés, montre à suffisance que la démarche pour obtenir l'indépendance, c'est ça qui a biaisé, qui crée aujourd'hui pratiquement le problème. L'UPC a dit réunification avant l'indépendance. Or, le 1er janvier 1960, et là, je dis pour mémoire d'histoire, c'est par un débat que j'ouvre, le Cameroun est devenu indépendant avec 352 000 km². C'est-à-dire qu'aux Nations Unies, le 1er janvier, il y a un pays qu'on a ajouté qui s'appelait le Cameroun. 352 000 km². Drapeau vert ou jaune. Hymne national, capitale Yaoundé, population 3 500 000 habitants. C'était ça, bien entendu, en termes descriptifs simples, le Cameroun. Et puis donc, il y a eu une négociation entre Aïdjo et Foncha, qui a commencé en février 60 et qui a abouti finalement en octobre, naturellement, 61. à 61. Et bien naturellement à Fumban, pour ceux qui ne le savent pas. Quand vous allez là-bas, ces livres d'histoire nous révèlent comment ça s'est passé. Et donc, par conséquent, le Cameroun, donc, le 1er octobre 1961, à 475 000 km², a un drapeau qui est vert ou jaune avec 2 étoiles, et apparaît donc le mot fédéralisme. Donc on ne sort pas de nulle part. Donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est devenu nulle part. Donc c'est une négociation politique pour amener. Je le disais pour que nous soyons rassurés que nous n'étions pas là en 61. Nous n'étions pas nés. Mais c'est l'histoire de notre pays. Et donc cette démarche-là, on peut la rattraper. Et si aujourd'hui on peut la rattraper en essayant de faire intégrer ce qui a des dynamiques positives venant de la zone anglophone et ce qui a des dynamiques positives en venant, on peut avoir un État. Or, aujourd'hui, la mise en place de la région est en train de sceller plus que jamais le fédéralisme qui va être plus tard. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans le calcan de linguistique. C'est-à-dire qu'on a laissé tous les avantages du côté anglophone aux anglophones et tout l'État du côté francophone, on l'a hérité. Et donc par conséquent, on va se retrouver dans une situation où vous aurez à la tête des régions le gouverneur. Mais même le pays où on calque, il n'y a pas de gouverneur en France.
Donc vous voyez que la partie camerounaise est tellement centralisée qu'on a même centralisé cette fois-là. Alors du pouvoir déconcentré, on ne pouvoir. Et une autre tare que je n'aimerais pas laisser passer ici, c'est que les chefs sont des auxiliaires de la justice, des auxiliaires de l'administration. Or, ils ont participé au vote. Et aujourd'hui, ils ne seront plus les auxiliaires de l'administration, ils seront les auxiliaires de la décentralisation. Voilà donc un corps qui constitue notre mémoire, qui est d'une part assujetti au commandement du sous-préfet, en tant que quand le sous-préfet est là, et qui va donc maintenant refléter le développement de l'économie dans la décentralisation. Je rappelle à suffisance que la composition du gouvernement est de... Il y a un ministre chargé de la décentralisation qui va régler le problème de la décentralisation et un ministre chargé de l'administration du territoire qui règle la sécurité du territoire. Donc on a les chefs qui appartiennent d'une part dans le cadre de la déconcentration de l'État au ministre de l'administration du territoire et dans le cadre de la décentralisation dans le conseil régional à la décentralisation. Mais comment on va fonctionner comme ça? C'est incroyable. Donc on voit le problème venir et là encore, ça va s'administrer encore compliquément. On dit que 15% de notre budget national doit être consacré. Oh, j'entends dire par là que dans la loi de finances qui va être certainement prévue pour le chef de l'État, rien n'est prévu. Donc vous voyez qu'on rentre. Donc dans cet imbroglio, à mon sens, le socle de la décentralisation va rester les communes. Et là, on va attendre énormément des communes, des maires. Même quand bien même ils sont mal élus, c'est eux qu'il faudra lever. Et il faudra donc que l'association des maires, qui a certainement un nouveau bureau aujourd'hui, puisse avoir la capacité de pouvoir régler ce problème en attendant en place la mise en place de la région. Et le dernier en d'autres, c'est que entre la mise en place de la région qui commencera le 22, sans budget, sans locaux, sans personnel, sans administration, on est parti pour un an, plan blanc. Pendant ce temps, il faudra donc que l'on puisse faire avancer notre pays. Donc, les communes vont jouer un rôle extrêmement central en attendant que tout cet imbroglio soit complètement réglé. Justement, René Stéphane Ngoué, sur cette présence, je veux d'abord vous interroger sur la présence de l'autorité traditionnelle dans ce conseil régional. Avec tout ce que cela comporte, comme a dit Hilaire Zipan. Lorsqu'un chef se retrouve avec ses sujets, comment ça va se passer? Non, pour votre point de vue? Il ne faut pas cataloguer ça comme ça. Monsieur Zipan, je veux d'ailleurs commencer par le rassurer que je n'étais pas là non plus en 61. Naturellement. Nous sommes héritiers de notre histoire et de notre vécu. Naturellement. Non, quand on est dans une représentation, on pose la peau de cette représentation-là. Il n'y a pas de chef dans une institution de la République et son sujet. Non. Il cesse d'être chef? Il cesse d'être chef, il est conseiller régional. Ça, c'est le principe. Maintenant, on dit le droit tire ses sources des us et coutumes. C'est pour ça que nous ne cessons de dire, pour qu'on mette des lois en place ou des institutions de la République en place, il faut qu'on sache très bien d'où nous sortons, où nous allons. Il pose un problème qui pour moi n'est pas une affaire de chef et son sujet. Mais c'est un sujet de la qualité de celui qui vient au conseil régional. Pourquoi le chef a sa place au conseil régional? Parce que le chef, de par ses attributs, gère une communauté. Et à partir de cette communauté, il a une vision sur la décentralisation, le besoin des populations, etc., etc. Donc, si on est à l'Assemblée nationale, on a beau être le fils de X ou de Y, on est d'abord député. Si on est à l'Assemblée nationale, on a beau être de telle ou telle origine, on est d'abord député. Donc, moi, je ne vais pas... je sais qu'il est très pointueux dans des analyses profondes que j'apprécie et que je respecte, mais je ne vois pas d'antagonisme du fait que le chef soit un chef traditionnel et qu'il soit dans une institution de la République. Par contre, ce que l'UPC ne cesse de dire... On a le Lamido de Rebouba au Sénat, on a le Sultan Bombo Dioya au Sénat. Si on est une République laïque, Oui. c'est les lois de la République qui priment sur tous ces statuts. Effectivement, on a vu, moi de par mes activités, je voyage beaucoup. Il arrive que je vive une situation où un représentant de l'État, comme un préfet ou un sous-préfet, fait allégeance à l'AMIDA ou machin. Ouais. C'est des choses que nous, nationalistes, nous n'apprécions pas. Donc je ne veux pas ici
entériner ça en disant c'est donc normal que si le Lamida vienne à l'Assemblée parce que c'est un jeune député de 18 ans qui a été élu dans le Nord, il va venir faire la courbette à l'Assemblée à ce Lamida. Non, moi je ne partage pas ce point de vue. Une institution a des règles de fonctionnement et on applique à tout le monde ces règles de fonctionnement. Une république laïque reconnaît ses citoyens égaux. Nous naissons égaux. Donc, il n'y a pas, à l'UPC, on ne verra pas des choses sous cet angle-là. Par contre, pour revenir Il a pris le cas spécifique des chefs au niveau du Vouri. Mais Vous avez vu quand ils arrivent quelque part? quand ils arrivent où? Dans leur Dans une cours cérémonie. dans leur cours ou... Dans une cérémonie. Dans une cérémonie officielle. Vous avez vu? Mais dans une cérémonie officielle, il y a ce qu'on appelle l'ordre de préséance. Ok? Lorsque l'ordre de préséance est établi, si celui qui a la préséance laisse que son autorité soit bafouée, parce qu'il est dans une communauté où les chefs veulent être au-dessus de la République, c'est son nom. Moi, j'ai vu un sous-préfet à Idéa répéter à un chef de premier degré, monsieur, c'est moi la République, ce n'est pas vous. Et les gens ont applaudi. Nous sommes dans la logique du respect de la loi et du pays. Donc, que les chefs arrivent de manière fanfaronnade dans une cérémonie présidée par un préfet... Non, ils ont leur carré. Ils ont leur... Non, qu'ils aient un carré. Si la cérémonie, dans une cérémonie, tout le monde n'est pas assis au même endroit. Donc, c'est normal qu'on leur donne un carré. Mais ce n'est pas eux qui dominent la préséance. Ce n'est pas eux qui gèrent la séance. Donc, à l'Assemblée, vous savez, regardez un peu les statuts des élus de l'Assemblée à l'heure actuelle. S'il fallait tenir compte de la particularité de chaque personne, mais je crois qu'on ne s'en sortirait pas. Donc, moi, je voulais revenir sur des problèmes de fond. Et ça nous chagrine énormément de voir aujourd'hui qu'on nous dit, oui, c'est la partie anglophone qui va avoir une bonne offre. Je ne sais pas si on a dit que c'est bon, une chambre de chefs, et après il y a... Alors, ce n'est plus la République. Et c'est pour ça que j'ai dit ici, ce n'est pas le code électoral qui est le problème du Cameroun. Il faut qu'on revoie la loi fondamentale. Parce que je ne sais pas si la constitution actuelle permet que dans une partie de notre territoire, les gens aient des statuts spéciaux. Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste de formation et je vous avoue que je ne me suis pas penché spécialement. Peut-être M. Zipan qui a... Oui, c'est prévu l'article 62. Voilà. Bon, de la Constitution prévoit que certaines régions peuvent avoir un statut spécial. Oui. Bon. Oui, c'est prévu. Donc, L'article 62. alors, ça veut dire que notre Constitution est complètement à refaire. Parce qu'on ne peut pas reconnaître l'égalité des citoyens et donner un statut spécial à d'autres. Ce n'est pas possible. On n'est plus en République. Est-ce que tout ça ne parle pas de la spécificité même du Cameroun? La spécificité du Cameroun, ça peut être possible. C'est-à-dire qu'on est parti, il y a le condominium franco-britannique qui, c'est ça qui est en train de nous jouer. Mais justement, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est juste... il y a eu deux puissances qui se sont installées au Cameroun, donc il faut savoir jouer avec ça, cette partie de notre histoire. C'est dire que le Cameroun n'existait pas avant que les Britanniques et les Français arrivent. Et non, les Allemands étaient là. Les Allemands étaient là, mais bon, maintenant qu'est-ce que nous mettons dans la Constitution qui représente l'Allemagne? Qu'est-ce que nous remettons dans la Constitution qui représente la Hollande? Hein? Non, on ne peut pas gérer ce pays à base de la France et de l'Angleterre qui nous ont torpillés, escroqué notre indépendance, nous faire régner même notre personnalité. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que la vision de l'UPC, et je pense que c'est Zipan qui l'a évoqué, lorsque nous disions d'abord la réunification avant l'indépendance. Parce que le Cameroun, c'est un mosaïque de peuples. Et comme il le disait tantôt, mais pas sous l'angle de la République, chaque peuple a ses spécificités. Pour venir au grand ensemble national, il faut d'abord qu'on te reconnaisse. Moi, j'ai l'habitude de dire, Zipan, peut-être on n'a pas le même âge, mais on est de la même génération. Quand nous quittions la partie francophone ici pour aller faire nos pique-niques à Limbi, on n'avait pas l'impression d'être ailleurs. Non. Donc, la culture est importante. Qu'est-ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les citoyens, je ne parle pas des bandes armées qui y sévissent, qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Ils veulent juste être reconnus
comme citoyens à part entière, avec leurs us et coutumes. Qu'est-ce qu'il décrit? C'est le fait d'arriver dans un commissariat pour faire une carte d'identité et de trouver un francophone qui le parle en français et qui le méprise. Ils veulent trouver la personne qui est avec eux au quotidien, dans leur joie et dans leur peine. Qu'est-ce que les anglophones revendiquent? C'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire, quand ils disent « nous, l'eau », ce n'est pas une affaire de l'État. C'est notre communauté, on gère notre eau comme ça. C'est ce que les anglophones fondamentalistes... Et si vous voyez... PWD à l'époque. Voilà. C'est-à-dire que pour ce genre, les imposer un mode de fonctionnement qui ne pousse pas les us et coutumes, il y a un problème. Pourquoi l'UPC a eu du succès dans la zone anglophone, particulièrement dans les zones qui sont particulièrement féroces aujourd'hui? Et les gens ne font pas cette analyse. Dans Kumba et Tiko, oui. Et comment on l'appelle Mouyouka, c'est des zones où, quand l'UPC a compris qu'il faut aller à la réunification, l'UPC n'a pas délégué quelqu'un ici pour aller créer l'UPC dans la zone anglophone. Ils ont créé le One Cameroun avec Ditoumaza. Parce qu'il fallait tenir compte des particularités de cette zone, des personnalités de cette zone, et Ditoumaza était d'office membre du bureau de l'UPC, de par sa particularité d'être dans le One Cameroun. Okay. Et il apportait donc, permettez-moi de chuter, il apportait donc à nos dirigeants qui allaient à l'ONU pour plaider la cause de la réunification des éléments qui pouvaient faire l'argumentaire de l'ONU pour dire que non, comme l'a souligné M. Sipan, quand vous voulez nous donner l'indépendance avec 375 km, non, ce n'est pas vrai. Notre pays, quand vos représentants sont arrivés, ne se limitaient pas à cet endroit. Il allait jusqu'ici et voyez les similitudes entre les gens du nord-ouest et les gens de l'ouest. Voyez les similitudes entre les gens du sud-ouest et les gens du littoral. Donc, cette composante, c'est une même famille. Donc, voilà de quoi il est question. Il faut aujourd'hui qu'on rentre aux fondamentaux de notre nation. Qui sommes-nous? À partir du moment où nous pouvons définir qui nous sommes exactement, on peut aller donc au grand ensemble, chacun avec ses spécificités, parce que le statut spécial, tout le monde le revendique. Moi, je sors d'une région, la Sanaga maritime, on est entre deux capitales, la capitale politique et la capitale économique. On est représenté nulle part. Vous coupez à la Sanaga maritime, on dit que c'est le littoral. Et quand on parle du littoral, on cite tout le monde, sauf les Bassa. Quand on va au centre, on cite tout le monde, sauf les Bassa. Donc la spécificité de cette ère culturelle aujourd'hui, il y a des revendications. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille absolument dire que, ok, nous voulons un statut spécial, nous aussi, mais comprenez que chaque regroupement au Cameroun peut revendiquer son statut spécial. Ok. Comme il est sur cette situation, il leur a dit, pour ce qui concerne les chefs, comment ça va se passer, pour lui, il fallait copier ce qui se fait dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire une chambre pour les chefs, l'autorité traditionnelle. Une chambre complètement à part. Les analyses d'Hilaire, comme la plupart du temps, sont bien préparées, bien argumentées, et cela relève d'ailleurs de sa grande expérience dans la pratique de la gestion des communes. Donc c'est un interlocuteur avisé qui sait de quoi il parle quand il parle et de la décentralisation et même des réalités de la gestion de la cité. Mais ce qui me subjugue un peu, c'est que nous n'allons pas passer le temps à refaire l'histoire et à regarder, à avancer avec l'œil rivé sur le rétroviseur. Vous regardez le rétroviseur, vous allez contrôler mieux. Parce que quand on continue à nous ressasser toujours le procès de la réunification avant l'indépendance ou l'indépendance après l'unification, il faut d'abord se dire une chose, que même ceux qui ont pensé à la réunification après l'indépendance, c'est parce qu'ils se disaient qu'on ne peut réunifier que quelque chose qui existait déjà à ce moment-là, mais qui avait un problème. Mais qu'on ne dise pas que parce que nous sommes chacun de notre côté, nous nous réunifions d'abord avant d'obtenir l'indépendance. C'est une question de vision. Donc, il faut toujours revenir sur cette façon, cette approche-là. Nous n'en sortirons jamais. Et comme je le dis, on va avancer en ayant les yeux rivés sur le rétroviseur. Mais la spécificité du Cameroun, elle est assez admirable, parce que le Cameroun fait partie des seuls deux pays avec une entité francophone
Et une entité. Une anglophone, c'est-à-dire le Cameroun et le Canada. Et moi, je pense que de ce côté-là, vous allez voir qu'il y a effectivement une région, un système spécial pour les francophones. Le Québec. Qui est une minorité par rapport à tout l'ensemble du Canada. Et, comme le dit Hilaire, c'est pas mauvais de copier. On aurait pu copier et regarder comment ça fonctionne. Malheureusement, nous sommes arc-boutés ici sur nos combats historiques, sur nos idéologies africanistes ou combattantes pour dire que non, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Avant, quand on parle des Allemands, en 1914, tout le monde parlait allemand dans ce qui est le Cameroun. Mais seulement, vous savez très bien que c'est après la défaite de l'Allemagne que le Cameroun, comme toutes les possessions allemandes, ont été divisées entre les vainqueurs. Et les vainqueurs, c'était les Français et les Anglais. Mais seulement, en réalité, quand vous regardez de 1914 à 1960, en réalité, ça fait pas beaucoup d'années. Les gens ne pouvaient pas se perdre au point de s'oublier. Comme le répète mon frère d'Union Akele, les gens n'ont pas oublié leurs racines. Ceux du sud-ouest ont leurs racines ici dans le littoral. Ceux du nord-ouest ont leurs racines du côté de l'ouest. On le sait. Et ces racines, rien ne peut jamais les arracher du jour au lendemain. Mais aujourd'hui que nous avons avancé, il faut absolument trouver des solutions qui nous permettent d'avancer avec et les terres de l'histoire et peut-être les erreurs du passé. Maintenant, pour essayer d'améliorer. Quand il y a parlé tout à l'heure du statut des chefs, moi, et que vous, Serge Alain, vous avez demandé, est-ce que vous voyez comment les chefs Sawa, quand ils entrent dans une cérémonie, mais les chefs Sawa sont des hôtes, ici, par exemple, dans le Vouri. Quand il y a une cérémonie, ils arrivent pour venir accueillir les personnes qui sont là, pour démontrer leur spécificité culturelle. Ils n'ont aucune autorité sur le préfet, ils n'ont jamais eu de conflit avec le préfet, et même, parfois, c'est le préfet qui vient, parfois, trancher les problèmes au niveau des successions. Mais il n'y a pas une sorte de mainmise, ou il n'y a pas une sorte de dictature des chefs, du moins pour le littoral, ou pour le Vouri. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que, mais ce n'est pas mauvais que les chefs se retrouvent justement dans la région. Pourquoi? Parce que le chef traditionnel est l'élément le plus proche de la population. C'est-à-dire qu'au-delà de l'élu, qui lui peut même venir d'ailleurs, mais le chef, lui, il est là. Parce qu'après la décentralisation, il sera toujours là. Et c'est lui qui est... Le problème, il demande, on aurait pu copier... C'est pour ça que je suis en train... Une chambre... Pour les chefs, je vais dans le sens de son argumentation. C'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on n'a pas suffisamment pensé à la présence et l'action et même peut-être l'utilité des chefs à l'intérieur de ce grand conseil régional. Je pense que, et c'est pour cela que ce statut et les différentes clauses de la décentralisation au niveau des acteurs doivent être revus et corrigés. Bon, mais vous savez très bien que rien n'est figé et que la Constitution et les codes électoraux sont perfectibles. Et certainement qu'à l'expérience de ce que nous allons vivre pour la première fois, on aura le temps de corriger. Mais qu'on ne dise pas il ne fallait pas qu'on s'attende à avoir quelque chose de parfait dès le premier coup. Il faut aussi se dire, c'est humain cela. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui, avec les erreurs, peut-être des erreurs d'appréciation, ou même peut-être les choses à perfectionner. Mais ce qui est déjà fait et c'est important. Ok. Il est Zipan. Oui, donc je voudrais compléter. Vous avez vu la liste, il y a beaucoup de... Tout à fait d'accord. Quand je rappelle les faits d'histoire, c'est pas pour qu'on refasse l'histoire, c'est qu'on s'appuie sur ça pour pouvoir se prononcer. Je prends 2 cas très simples pour pouvoir illustrer cela. Vous avez la région de l'Ouest qui fait à peu près 13 500 km². Le Noun seul fait 7 000 km² et n'a que 17 conseillers régionaux, pendant que le reste qui fait 6 000 a pratiquement le double. Et il n'a que 3 chefs. Il va se poser là-bas un problème réel. Et comme disait Pemboué tout à l'heure, si l'on va dans ce repli de reconnaissance par rapport à l'histoire, un problème va se poser. Parce que dans tout le Noun, il n'y a qu'un seul chef de premier degré. Et tous les autres sont des chefs pratiquement de deuxième et de troisième degré. Il en va de même pour le Lamido de Rebouba, qui gère pratiquement sur cette zone-là, qui gère un département qui est plus grand que toute la région de l'Ouest. Donc il va se poser des problèmes énormes. À mon sens, il faut respecter certainement. Moi, je suis né à Douala, grandi à Douala, au Grand Moulin. Mais nous avons un chef élu au Grand Moulin qui prend pratiquement ses lèse-majestés au chef de canton d'Eido. J'ai l'habitude de dire tout le temps que je suis un Doualais. Donc, j'appartiens et je respecte la communauté. Ça veut dire que lorsque le chef
d'Eido arrive dans mon quartier, c'est avec tous les reneurs. Et je pense que c'est cette tradition-là que je voudrais que l'on préserve. Que l'on préserve cette manière de faire-là, parce que le ngono, qui est par exemple un rituel, doit être conservé. Que vous soyez Douala ou pas, il faut savoir le respecter. Non, le ngono est une institution traditionnelle. Une institution traditionnelle. Donc je voudrais donc que ça fait partie de notre culture. Si vous demandez à un jeune enfant aujourd'hui où se trouve Rudolf, ou la tombe de Rudolf Douala Mankabel, on n'en a pas. Je prends un autre cas toujours. Le rituel de mon parti fait en sorte que, avant toute élection, nous allons sur la tombe de Rudolf Douala Mankabel, nous allons sur la tombe de Fampou Dagobert, avant de pouvoir commencer l'élection, ou de pouvoir commencer la campagne. Pourquoi? Parce que Fampou, par exemple, a été un Bamileke qui s'était beaucoup introduit à Douala et qui est mort pratiquement. Donc je pense cette manière de faire... Je vous coupe la parole. Quand vous parlez de Fampo, et les gens ne le savent pas, il y a le magazine du Ngono qui vient de sortir, qui dit qu'en 1960, Fampo Dagobert était l'adjoint du premier maire de Douala, Tokoto Rodolphe. Ouais. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais seulement la composition de cette commune à cette époque-là, il y avait énormément de Doualais, comme vous dites. Parce qu'il y avait des gens comme les Nessé, il y avait des gens comme les Fampou, il y avait, et autour du maire Tokoto. Donc Fampou, ce n'est pas seulement celui qui a été... Les gens ne le connaissent qu'à Douala deuxième, mais il a d'abord été l'adjoint, le premier adjoint du premier maire de Douala. Okay. Donc je pense que tous ces éléments-là doivent construire nettement les générations qui arrivent. Il en va de même, on peut parler là de Chala Tangana, Yaoundé, avec tout ce que cela comporte. Donc je pense que, à mon sens, il faut améliorer aussi rapidement, soit-il, dès qu'on a la moindre opportunité, il faudra le faire pour que les régions puissent être bien ancrées dans l'histoire. Merci Zipan. On va prendre la route, on va retrouver Cédric Doufélé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Nous irons sur les routes du Chan 2021. Vous savez, nous sommes à 4 semaines de cette compétition et à Douala, les populations restent inquiètes au regard de l'état des infrastructures routières, notamment celles qui mènent aux différents stades à l'entrée est de Douala et vers le stade Omnisport de Bépanda. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons des infrastructures hôtelières dans la région du centre. Il y a de nombreux manquements qui ont été évoqués et constatés par la délégation régionale du tourisme pour le centre. Quels sont les correctifs qui ont été proposés aux différents acteurs de la filière? Nous en parlerons également dans le journal de 20h. Nous parlerons aussi de l'insécurité alimentaire qui frappe de plein fouet 3 régions en guerre, 3 régions économiquement sinistrées, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Quelle est la stratégie du gouvernement pour lutter contre la faim dans cette partie du Cameroun? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. La suite, c'est après le 20h de Cédric Noufélé. Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 3 invités, Camille Nélé, Hilaire Macaire, Zipan René Stéphane Ngoué. On espère qu'il va nous rejoindre, lui, Moseline Djebaye de l'UNDP, sur ce plateau pour la deuxième partie. Tout de suite donc, le 20h de Cédric Noufélé. Secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Il y a une faute de douleur du dos jusqu'au pied. Vous êtes à la